Voici les images les plus étranges jamais vues dans le ciel de Californie. Ces images ont été prises à Bakersfield, en Californie. Des appareils qui semblent défier les lois de la physique. Pour certaines des technologies les plus avancées au monde, il existe des allégations selon lesquelles ces créations viendraient d'au-delà des étoiles. Est-il possible que les gouvernements aient secrètement utilisé de la rétro-ingénierie sur des carcasses d'ovnis afin de créer ces merveilles technologiques qui semblent venues de nulle part? Je ne devrais pas parler de ça. L'avion espion SR-71 Blackbird doit-il son design révolutionnaire à l'observation d'ovnis que revendique son créateur? Est-ce pure coïncidence si le bombardier furtif B-2 et le chasseur F-117 ressemblent tant à l'appareil décrit lors de la première observation d'ovnis du monde moderne? Il y avait un objet dans le ciel. Ce qu'ils ont vu ressemblait réellement à un chasseur furtif. Ces avions militaires sont-ils le résultat de la rétro-ingénierie réalisée à partir d'ovnis? Je n'avais jamais vu ça. Notre technologie a suivi une croissance exponentielle dans les 60 dernières années. Une croissance qui a dépassé notre capacité à en assumer les conséquences. On joue avec le voyage dans le temps, on joue avec la télékinésie. Mais notre technologie si avancée est-elle vraiment la nôtre? Voici l'affaire numéro 47204, la rétro-ingénierie. L'équipe de UFO Magazine se rend à Fort Collins, dans le Colorado, pour enquêter sur les preuves les plus surprenantes de rétro-ingénierie de ces dernières années. Ces photos ont soi-disant été prises à Bakersfield, en Californie. On voit un appareil très épuré au design sophistiqué. La photo a été postée anonymement sur un forum de discussion sur Internet. L'appareil a une forme ronde, et les tiges qui le surmontent sont censées le propulser ou le maintenir en suspension. James Carrion est le directeur international de MUFON, un réseau mutuel fondé en 1969 afin d'enquêter scientifiquement et objectivement sur les ovnis. Depuis, ce réseau est devenu un des plus importants centres de documentation pour la recherche sur les ovnis. Une autre série de photos est apparue le 16 mai à Capitola, en Californie. La photo a été publiée par une personne utilisant un pseudo différent, mais elle semble montrer le même appareil à un autre endroit de l'État. Après ces premières images apparues au mois de mai, une autre série a été publiée directement sur le site du MUFON. A priori prise avec un portable. 3 séries de photos, toutes du même appareil. Quel lien les relie? Tous les lieux d'observation sont situés près de Saratoga, en Californie. Mais ce n'est pas tout. À proximité se situe également le centre de recherche Ames de la NASA. Et à 15 km de là, Moffett Field, également administré par la NASA. Tout cela vient renforcer les spéculations selon lesquelles cet appareil, quel qu'il soit, est une création du gouvernement des États-Unis. Voilà la dernière série de photos qui sont arrivées en juin, prises à Big Basin. Si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des symboles. Les symboles présents sur l'appareil ne ressemblent à aucun alphabet connu. Mais quelqu'un a prétendu connaître leur origine. Un nommé Isaac a affirmé qu'il connaissait ces symboles parce qu'il avait travaillé dessus pour un programme secret du gouvernement dans les années 1980. Programme appelé CARET. En juin 2007, un homme se présentant sous le nom d'Isaac publie sur Internet une lettre où il explique qu'il a travaillé comme ingénieur pour un programme secret du gouvernement nommé CARET, Recherche d'applications commerciales de la technologie extraterrestre. Pour justifier ses dires, il a publié des documents du programme qu'il aurait volés et photocopiés. Les militaires travaillaient dur pour tenter de comprendre et d'utiliser les objets extraterrestres qu'ils avaient en leur possession. Le MUFON a enquêté sur ces affirmations et analysé les documents du CARET pour s'assurer de la crédibilité d'Isaac. Il a publié une série de documents et voici ses principales affirmations. Il pense que cet appareil pouvait se rendre invisible
et qu'il a été aperçu par des témoins car la cape d'invisibilité a été interrompue par une technologie non humaine. Les affirmations de ce témoin insaisissable peuvent paraître extrêmes, mais des scientifiques, des ingénieurs et des experts du monde entier sont convaincus que le gouvernement utilise la rétro-ingénierie sur les appareils extraterrestres depuis une soixantaine d'années. Mais de telles allégations n'avaient encore jamais été soutenues par des photos et des documents aussi clairs et détaillés que ceux-ci. Regardez ça. Et si cette rétro-ingénierie existait vraiment, et que ce soit des vols d'essai? Pour mieux comprendre tout ça, il faut qu'on fasse analyser ces images par un expert. Il nous faut un expert dans chaque domaine pour qu'ils analysent cette affaire et nous donnent leur opinion. Une chose est sûre, c'est que la rétro-ingénierie est très difficile à prouver. Extrêmement difficile. Mais il y a des experts très doués dans ce domaine. Et on pourrait voir ce qu'ils disent là-dessus. Pat, on rassemble tous les documents et on va les montrer aux experts. C'est parti. L'équipe se rend à Littleton, dans le Colorado, pour rencontrer un ingénieur qui prétend savoir de sources sûres que les programmes de rétro-ingénierie du gouvernement existent bel et bien. Je n'en ai jamais parlé pendant des années, parce que je pensais que c'était top secret et que je ne devais pas en parler. John Schuessler a travaillé à la NASA sur les programmes Gemini et Apollo depuis 1962 jusqu'à sa retraite en 1998. C'est lors des missions Gemini qu'il a été en contact pour la première fois avec le phénomène des ovnis. C'était le premier vol Gemini. Gemini Titan 2. C'était un vol non habité. 19 janvier 1965. La fusée Gemini Titan 2 est lancée dans l'espace à 14h03. Quelques minutes plus tard, alors que la fusée effectue son vol suborbital, Schuessler remarque quelque chose d'anormal. Quand la capsule a fait son premier tour de la Terre, il y avait deux objets avec elle. On les a vus sur le radar. Au deuxième tour, ils avaient disparu. Selon les experts, cet événement mystérieux a marqué le début d'une vague d'observations d'ovnis par des astronautes. 4 juin 1965. La capsule Gemini 4 est en orbite au-dessus de Hawaï. L'astronaute James McDivitt est aux commandes, pendant que son partenaire, Ed White, dort. Soudain, un objet apparaît par le hublot. McDivitt le décrit comme un objet cylindrique avec un long bras sur un des côtés. Il prend 2 photos. Et comme il redoute de percuter l'objet, il fait pivoter la capsule et la dirige vers un lieu plus sûr. Lorsqu'il regarde à nouveau par le hublot, l'objet a disparu. Il était très franc quand il nous a dit que ce qu'il avait vu ne venait pas de chez nous. Il était général de l'armée de l'air. C'était un pilote de combat réputé. Et il a été très sérieux quand il a dit que quelque chose s'était passé. Selon l'explication officielle du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, l'objet était le 2e étage de la fusée qui s'est détaché. McDivitt a insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'il avait vu, mais il n'a jamais fait de rapport d'observation d'OVNI et a refusé de parler en public de son expérience. Schuessler se met à rassembler des documents sur les observations d'OVNI par la NASA, décrivant précisément l'aspect des appareils et leur manière de voler. Ses recherches sont vite repérées. Je ne devrais pas vous en parler, mais on m'a fait venir et on m'a demandé des documents sur les ovnis pour un groupe qui planchait sur un avion de combat furtif. Je leur ai fourni quelques-uns de mes fichiers pour qu'ils voient s'ils pouvaient trouver une rétro-ingénierie pour la technologie furtive. Très vite, ce groupe a vraiment travaillé sur la furtivité. La furtivité est l'une des technologies les plus fascinantes développées dans les 60 dernières années. Depuis les années 1940, la technologie a connu une progression exponentielle. Les transistors et les microcircuits ont révolutionné l'électronique. Les avancées dans les matériaux de l'aviation ont permis à nos avions de voler plus vite qu'on ne l'avait jamais imaginé. Mais avons-nous découvert tout cela par nous-mêmes? Un événement clé coïncide avec le début de la révolution technologique. Est-ce un simple hasard ou existe-t-il un lien? 7 juillet 1947. Une soucoupe volante est censée s'être écrasée à Roswell, au Nouveau-Mexique. Selon des témoins, l'objet a été immédiatement enlevé par l'armée américaine.
Vous pensez qu'il y a eu un crash quelque part qui nous a permis d'entrer en possession de ces véhicules? Des avancées technologiques apparaissent soudainement en même temps à plusieurs endroits. Comme si on avait planté des graines, qu'on les avait laissées pousser et qu'on arrivait à la même conclusion. Quel genre de technologie? On parle de fibre optique dans les premiers crashs. Ils ne l'appelaient pas encore fibre optique, mais quelque chose comme câble de verre. L'invisibilité. On a eu de nombreux rapports d'OVNI qui étaient pris en chasse et qui disparaissaient d'un coup. On vérifiait au sol. Il y avait les radars au sol, le visuel des avions, les radars des avions. Ils n'étaient plus visibles. Beaucoup d'avancées technologiques de notre époque ont été décrites il y a des années par les témoins qui ont observé des ovnis. Et récemment, il a été annoncé qu'il pouvait rendre un char invisible en projetant devant lui une image de ce qu'il y a derrière lui. On ne voit même pas le char en plein milieu. Les chercheurs de la défense britannique ont récemment réussi à rendre un tank invisible en projetant l'arrière-plan sur une surface spéciale. Cela fait bien longtemps que des observateurs d'OVNI racontent avoir vu des appareils disparaître sous leurs yeux. Vous étiez en plein dedans. Qu'est-ce qui se disait dans les couloirs? Les gens en parlaient entre eux? Les gens parlent de choses très inhabituelles entre eux, mais ils n'en parlent à personne en dehors de cette communauté. C'est une communauté très fermée, avec un accès limité. Il faut être prêt à mentir, à tromper et à voler pour la protéger. C'est absolument nécessaire. Vous avez entendu des rumeurs? Qui avait quelle machine? Je ne parlerai pas de ça devant une caméra. Je lui ai demandé franchement, vous connaissez des gens? Vous leur avez parlé? Qui a le matos? Où il est? Où est-ce qu'on garde ces machines? Vous ne voulez quand même pas que je sois assassiné? Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me le dire. Schussler est convaincu que l'on procède en secret à la rétro-ingénierie sur les ovnis qui se sont écrasés. Il y a beaucoup trop d'avancées qui sont faites et les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe en coulisses. L'histoire des technologies avancées est longue et complexe, ce qui rend tout suivi de son développement très difficile. Mais un expert de l'aviation a remarqué des similitudes frappantes entre un ovni et un avion américain révolutionnaire. Base aérienne de March, comté de Riverside, Californie. Le journaliste aéronautique Bernard Twanell a étudié de près l'arrivée soudaine du SR-71, plus connu sous le nom de Blackbird. La star de la guerre froide. Clarence Kelly Johnson, ingénieur de la compagnie Lockheed, défie toutes les conceptions aéronautiques en créant le SR-71. Sa forme aplatie et ses flancs effilés réduisent sa signature radar au maximum. Un appareil du même gabarit que le Blackbird apparaît sur un radar de la taille d'une maison entière, alors que le SR-71 y apparaît de la taille d'une porte d'entrée. Encore plus étonnant, Kelly parvient à ce résultat 25 ans avant l'arrivée du chasseur furtif. C'est le premier avion à être composé en grande partie de titane et un des premiers essais en furtivité. Où Kelly Johnson a-t-il trouvé toutes ces idées? Un fuselage en une seule partie, des ailes courtes et une immense surface arrière. Normalement, cet avion ne devrait pas pouvoir voler. Vous dites que le créateur de cet avion a été inspiré par une observation d'OVNI? Johnson a eu 2 rencontres avec des ovnis et il avait rempli un rapport pour chacune d'entre elles. Est-ce que son dessin de l'OVNI a été le premier schéma du SR-71? En décembre 1964, le SR-71 est révélé. Sa vitesse de croisière de Mach 3, sa cellule en titane et sa furtivité révolutionnaire estomaquent les experts de l'aviation. Mais certains d'entre eux se demandent si toutes ces caractéristiques ne sont pas reliées de quelque façon au rapport de son créateur Kelly Johnson sur les ovnis. Johnson est mort en 1990 sans jamais répondre à cette question. Kelly Johnson a conçu cet avion de A à Z. Il a conçu le U-2 de la même façon. Clarence Kelly a vu un ovni. 15 novembre 1951, Agoura, Californie. Johnson aperçoit dans le ciel un objet étrange en forme d'aile volante, semblable à aucun appareil connu à l'époque. Il a vu quelque chose d'elliptique, quelque chose de métallique et de dimension énorme. Il a fait une autre observation. 15 décembre 1953. 2 ans plus tard,
Johnson aperçoit une forme sombre elliptique flotter dans le ciel. Elle se met soudain à accélérer à une vitesse phénoménale. Il a vu un étrange appareil avec 2 échappements qui filait à toute vitesse. Ce n'était pas un jet, il ne savait pas ce que c'était. Johnson fait un croquis détaillé de l'objet. Selon lui, il mesure environ 60 mètres de large, vole à une altitude de 15 000 pieds et à une distance de 50 à 100 km. Son dessin de l'énigmatique objet ressemble fortement à l'avion qu'il dessine 13 ans plus tard. Il dit qu'il n'y a pas d'explication à ce qu'il a vu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un autre équipage était en vol au même moment. L'observation de Johnson a été confirmée par 2 pilotes de la Lockheed qui effectuaient un vol test sur un WV-2 près de Long Beach. Ils peuvent corroborer ce qu'il a vu. Les 2 pilotes ont rapporté avoir vu le même objet sombre et leurs estimations sur son altitude et sa vitesse correspondent à celles de Johnson. Il faut bien se souvenir que Clarence Kelly Johnson était le fondateur de Lockheed, une entreprise d'aéronautique qui a créé les avions les plus avancés au monde. Ce n'était pas un petit ingénieur. On était obligé de se demander si son dessin de l'OVNI a été le premier schéma du SR-71. Ce doit être très intéressant pour un ingénieur ou un scientifique de faire de la rétro-ingénierie sur un OVNI. Ça peut être un moyen de trouver comment faire évoluer ses connaissances. Quelle que soit sa source d'inspiration, le SR-71 de Kelly Johnson a été le premier d'une longue série d'avions furtifs de plus en plus sophistiqués. Le SR-71 a eu un impact sur n'importe quel avion militaire qui vole aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul appareil dont le design révolutionnaire pousse à se poser des questions sur son origine. Quand le bombardier B-2 et l'avion de combat F-117 sont apparus, leur forme en aile volante a été révolutionnaire. Mais ce qui a surtout étonné, c'était leur absence de signature radar. Grâce à un revêtement top secret, les 2 avions sont complètement indétectables en vol. Les chercheurs sur les ovnis pensent que cette technologie est également due à la rétro-ingénierie. Ils se souviennent alors de la première observation d'ovnis du monde moderne, en 1947, quand le pilote Kenneth Arnold a vu des objets en forme d'aile volante au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Les gens croient que Kenneth a vu une soucoupe dans le ciel. C'est faux. Ce qu'il a vu, c'était une aile delta, presque comme un avion furtif. L'appareil qui s'est écrasé à Roswell n'était pas une soucoupe volante, c'était un croissant volant. Les ailes volantes d'aujourd'hui sont les descendantes directes de l'aile volante modifiée qui s'est écrasée à Roswell. Dans une aile volante, le fuselage et les ailes ne forment qu'une seule pièce, créant ainsi un avion uniforme. Même si elles ont une portance supérieure et une moindre consommation de carburant, l'histoire a prouvé qu'elles étaient difficiles à manœuvrer. En 1944, les Allemands produisent une aile volante à réaction, mais la pression de la guerre a empêché ses créateurs de corriger les nombreuses difficultés techniques. L'armée de l'air américaine avait un projet d'aile volante, mais il a été arrêté en 1948 quand le crash d'un vol test a tué 2 pilotes et 3 ingénieurs. Les technologies tirées du crash de Roswell sont-elles à l'origine de l'amélioration de l'aile volante? Si les ovnis existent et que leur technologie est en avance sur la nôtre de plusieurs milliers d'années, je ne suis pas sûr que nous pouvons la comprendre. La rétro-ingénierie suppose de reproduire la totalité d'une machine déjà existante, depuis les composants électroniques complexes jusqu'à la composition chimique des matériaux de base. Ce n'est pas chose facile, même quand la machine à reproduire vient de notre Terre. Le bombardier B-29 est probablement le meilleur exemple de rétro-ingénierie. Pendant la guerre froide et les 2 guerres mondiales, les militaires ont pratiqué la rétro-ingénierie avec des appareils étrangers. Il y a des cas célèbres où l'armée américaine a mis la main sur des avions russes et a copié une fonctionnalité ou une caractéristique très performante de l'un d'entre eux. Ça marche dans les 2 sens, les Russes l'ont fait aussi avec nos avions. Il est certain que les armées utilisent souvent la rétro-ingénierie avec les appareils d'autres pays. Pourrait-il appliquer la même technique à des objets qui n'appartiennent pas à notre monde? Staline avait donné l'ordre de ramener un B-29 et de le reconstruire à l'identique. 31 juillet 1944. Un bombardier B-29 a des problèmes de moteur et est forcé de se poser à Vladivostok en Russie. Plus tard,
2 autres B-29 effectuent aussi un atterrissage d'urgence en Russie. Un autre appareil s'écrase en Sibérie. Les 4 avions sont conservés par les soviétiques et leur rétro-ingénierie donne naissance au Tupolev Tu-4. Les Russes ont reçu l'ordre de reconstruire le B-29 boulon par boulon. Ça représentait 105 000 pièces. Ironiquement, ce n'est pas toujours la machinerie la plus complexe qui est la plus difficile à reproduire. Les Russes n'ont pas réussi à tout reproduire. Avec le B-29, les Russes ont eu du mal à ne faire ne serait-ce qu'un petit pas en avant. Imaginez un ovni qui soit si incroyablement avancé, si sophistiqué, venu d'une civilisation qui est peut-être à des milliers d'années de nous en matière de technologie. On pourrait peut-être reproduire la géométrie des composants, mais qu'on comprenne la physique fondamentale qui se cache derrière, ça me paraît peu probable. L'affirmation que le gouvernement américain est activement engagé dans la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres a toujours été très controversée. Mais récemment, de nouveaux documents sont apparus, de prétendues preuves photographiques et écrites de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Des preuves, enfin, ou quelque chose d'autre? La technologie que nous connaissons aujourd'hui peut très bien avoir été développée par l'espèce la plus intelligente de notre planète, l'homme. Mais l'hypothèse que nous avons utilisé la rétro-ingénierie pour certaines technologies extraterrestres continue d'en intriguer plus d'un. Comme dans le cas de ces photos qui montreraient des drones militaires inspirés par de véritables ovnis. James Carrion, directeur du MUFON, a remarqué des similitudes frappantes entre les photos du soi-disant drone et un célèbre crash d'ovnis survenu en Pennsylvanie. 9 décembre 1965. Des milliers de gens dans 6 États et à Ontario, au Canada, racontent avoir vu une boule de feu traverser le ciel. De nombreux appels de témoins ont été enregistrés et existent encore aujourd'hui. Une énorme boule de feu blanche a traversé le ciel. Il y avait un objet dans le ciel 2 minutes avant 5 heures. Des débris métalliques tombent dans le nord de l'Ohio et l'objet crée plusieurs bangs supersoniques dans l'ouest de la Pennsylvanie. Selon des témoins, il finit par toucher le sol dans la forêt, non loin de Kecksburg, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les pompiers locaux se précipitent sur les lieux, mais une unité de l'armée a déjà sécurisé la zone. On raconte que les soldats ont emmené le mystérieux objet dans un lieu tenu secret, qui pourrait être la base aérienne de Dayton, dans l'Ohio. L'explication officielle est qu'une météorite s'est écrasée. Mais de nombreux témoins et journalistes sont convaincus que c'était en réalité un ovni et qu'il aurait joué un rôle clé dans le programme de rétro-ingénierie de l'armée américaine. Si on regarde les témoignages de ceux qui ont vu l'objet de Kecksburg, ils l'ont vu faire un changement de trajectoire de 25 degrés, comme s'il était contrôlé par une intelligence quand il est tombé. Les témoins disent aussi que l'appareil trouvé sur le sol était intact. Il avait creusé une tranchée sur son passage et cassé quelques arbres. Il a été enlevé par les militaires qui l'ont chargé sur un camion et l'ont emmené hors de la zone. Les recherches de James Carrion ont révélé que de nombreux témoins du crash de Kecksburg ont rapporté avoir vu d'étranges symboles sur la base de l'OVNI. Lorsque la ville a érigé un monument pour l'objet qui s'était écrasé, les symboles ont été recréés. 40 ans après le crash, on retrouve ces mêmes symboles dans un autre contexte. Vous voyez la corrélation entre les symboles sur le drone et ceux qu'on a vus sur l'appareil de Kecksburg. Si les documents du Carret sont authentiques, cela signifie que le gouvernement pourrait passer par des entreprises privées pour la rétro-ingénierie. Les sociétés privées constituent un gros avantage, car elles ne sont pas tenues de respecter l'accord sur la liberté d'information. Les objets que l'on voit sur ces photos ne collent pas du tout avec la physique aéronautique. Par exemple, la répartition de la masse du centre de gravité ne va pas du tout. Un appareil comme celui-ci ne pourrait absolument pas voler à grande vitesse. Ce qui me fait penser qu'il y a une sorte de technologie miracle qui dépasse tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est enveloppé d'un champ de force qui lui donne son aérodynamisme. Ce n'est qu'une spéculation, mais il est très important de prendre en compte les lois de la physique. Vous avez pu les analyser ? Oui, ce sont les images des drones.
Le docteur Bruce McCabe est un physicien optique de la marine américaine, spécialisé dans l'analyse d'images. Lui et Ted Ackworth analysent ensemble les photos des drones. Ces photos ont été publiées sur Internet. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que ce ne sont pas des structures aérodynamiques. Non, pas du tout. Si c'est un véritable appareil qui vole réellement, c'est grâce à des moyens extraordinaires. Il pourrait être extrêmement léger et rejeter de l'air vers le bas. Il apparaît immédiatement que si ces appareils sont réels, ils défient les lois de l'aérodynamique conventionnelle. Pour voler, ils doivent utiliser une méthode de propulsion et de portance inconnue. Dans tous les autres cas, la qualité des images est plutôt mauvaise. Dans le cas de ces drones, on a ce qui semble être, pour une fois, des photos numériques bien exposées. Attendez, il manque des pièces sur l'appareil. Elle a été prise avant ? McCabe remarque qu'une des premières photos prises en mai 2007 diffère d'une photo prise un mois plus tard. L'image la plus récente montre un appareil bien plus développé. Elle a été prise avant ? Je savais bien que c'était une version plus évoluée. Vous voulez dire que cette série de photos montre une progression dans les caractéristiques de l'appareil ? On voit bien comment était la version initiale. Il y a les pics qui remontent, le corps en forme de donut, une sorte de queue à l'arrière et un bras qui part sur le côté. Sur les images suivantes, on voit d'autres composants. Et cela signifie que soit l'appareil déploie réellement d'autres équipements, soit quelqu'un a construit un modèle informatique et le complexifie au fur et à mesure des photos. Tout ce qu'on a trouvé dans cette affaire Isaac, avec ces drones, c'est très intéressant. Mais tout repose sur le témoignage d'un dénommé Isaac. Il me faut des preuves pour y croire. Il faut qu'on approfondisse les recherches pour savoir si tout cela est réel. C'est vrai ou c'est un canular ? La quête de la vérité ne fait que rajouter du mystère à cette énigme. Ces photos prétendument prises en Californie en 2007 montreraient un appareil issu de la rétro-ingénierie effectuée à partir de technologies extraterrestres. Même si les documents du CARET disent que la rétro-ingénierie est confiée à des entreprises privées, de nombreux ufologues pensent que si elle existe vraiment, elle est pratiquée dans des bases militaires très sécurisées. J'ai pas mal de documents qui parlent de bases souterraines et de leur lien avec la rétro-ingénierie. Le dossier comprend un briefing top secret de 1952 destiné au récemment élu président Dwight Eisenhower et qui depuis a été déclassifié. Il y a écrit « document top secret ». Il est destiné au président Eisenhower et dit que le crash de Roswell était bien réel et que l'épave du vaisseau a été emmenée dans plusieurs lieux, dont probablement la zone 51. Deux noms sont aujourd'hui synonymes de rétro-ingénierie. Dulce Mesa au Nouveau-Mexique et la zone 51. De nombreux scientifiques et ingénieurs qui ont travaillé sur la zone 51 ont rapporté une activité suspecte sur le site. Robert Lazar a prétendument fait partie des gens à qui on a demandé de venir dans la zone 51 pour donner leur avis sur la façon de reproduire par rétro-ingénierie les systèmes de propulsion de tous les vaisseaux conservés là-bas. Robert Lazar réapparaît au début des années 1990. Il affirme avoir travaillé comme ingénieur pour la rétro-ingénierie dans la zone 51 sur des vaisseaux extraterrestres capturés. J'ai là l'histoire d'un Bill Uhouse, ingénieur en mécanique à la retraite de Las Vegas, qui dit qu'il a travaillé avec une EBE, une entité biologique extraterrestre. Entité biologique extraterrestre, c'est ça. On prétend qu'il existe une autre base impliquée dans la rétro-ingénierie sous la ville de Dulce, au Nouveau-Mexique. Dulce est une base militaire très secrète située sous terre. Selon les ingénieurs miniers de l'armée américaine, cette zone est celle qui comporte le plus de tunnels au monde. Depuis les années 1940, on a creusé des tunnels dans ces États. Dulce est l'un d'entre eux. Je sais qu'il y a des bases souterraines enfouies très profond pour être protégées, par exemple, d'une attaque nucléaire. Mais est-ce que c'est dans ces bases qu'on fait de la rétro-ingénierie? Je n'en suis pas sûr. Un sujet entouré d'un tel secret est une cible de choix pour les auteurs de canulars. Et les possibilités de modification des images numériques rendent leur tâche encore plus facile.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces photos sont fausses. Ted a rendez-vous avec un spécialiste de l'image numérique, Phil Crescenzo, dans son atelier d'Agoura en Californie. Ils vont analyser les photos du drone. On dirait que la lumière qui éclaire cet objet vient de cette direction. Je ne suis pas sûr que ce soit la même que celle du poteau téléphonique. Je dirais que c'est trompeur. Phil remarque que les photos montrent tout l'appareil venant ou allant vers une zone boisée. Mais il ne passe jamais par-dessus. Aucune de ces photos ne montre le vaisseau derrière les arbres. Quelqu'un qui voit un truc comme ça le prend en photo en continu. Et il y en a forcément une ou deux avec plus de feuillage. Il est beaucoup plus facile d'intégrer un élément quand on a toutes ces lignes droites que si on essaie par exemple de le mettre derrière des feuilles. Dans toute la série, il n'y en a pas une où le vaisseau est derrière quelque chose. Soit c'est un montage très bien fait, soit c'est une vraie photo. Du coup, je me demande ce qu'il faut pour créer ce genre de photo. Tu te souviens le cadre que je t'ai montré? Le voilà. Je l'ai pris hier. J'ai laissé un joli trou au milieu pour pouvoir rajouter quelque chose. J'ai estimé rapidement la lumière dans ce plan et j'ai fait un rendu 3D d'un objet. Si je le pose simplement au milieu, ça donne une image un peu artificielle. Pour moi, on voit bien que l'objet est juste collé dessus. C'est ça. D'abord, je vais rajouter un peu de flou dû au mouvement. Même les objets qui se déplacent très lentement sont toujours un peu floutés avec le mouvement. Est-ce qu'il y a ce flou sur les photos du drone? J'ai l'impression que c'est ce qui manque quand je regarde ces photos. Un peu de flou. Je ne vois ni rotation ni flou dû au mouvement. On dirait qu'il est stationnaire, mais ça ne colle pas avec le fait qu'il passe par-dessus les fils électriques et d'autres éléments du décor. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'appliquer le grain de l'arrière-plan sur le vaisseau. Regarde ça. C'est beaucoup mieux une fois que tu as rajouté les effets. Exactement. C'est impressionnant. Tu as réussi à me convaincre à 99% qu'il y a un ovni dans ton jardin. Donc quelqu'un qui a plus de temps pourrait créer une image encore plus convaincante. Après toute cette analyse, est-ce que tu peux dire si c'est une vraie photo ou pas? J'aurais tendance à dire que c'est une image créée par ordinateur. Au final, on n'a pas pu prouver que les photos étaient truquées. Mais on n'a pas pu prouver non plus qu'elles sont vraies. Je ne crois pas que ce soit possible. Dans tous les cas, je ne me laisserai pas convaincre que c'est un vrai ovni simplement par une série de photos. Si les photos et les documents du Carrette sont truqués, elles sont extrêmement bien réalisées. Quelqu'un aurait passé des heures à créer et à améliorer ces documents. Mais pourquoi? Pourquoi tous les témoins restent anonymes? Personne ne s'est identifié. Personne ne nous a dit « c'est moi qui ai pris ces photos ». Donc ce sera un énorme canular? Il faut lire entre les lignes. En haut de ma liste, je place la désinformation. Est-ce qu'ils essaient de cacher de véritables technologies aliens? Que des extraterrestres sont venus nous rendre visite? Ou simplement une arme top secrète? Ce que je vois, c'est qu'il y a un secret qu'on essaie de protéger, de cacher. C'est ce que le MUFON veut découvrir. Quel est ce secret? On sait que les pays ont tenté de créer de nouveaux types d'appareils après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, plutôt que de procéder par rétro-ingénierie sur la technologie alien, beaucoup ont créé leur propre technologie. En 1953, Avro Canada dévoile le projet Y2. Une véritable soucoupe volante. La voiture Avro était une soucoupe de 5 mètres de long qui utilisait un rotor turbo pour sa propulsion verticale. Mais même avec les millions de dollars dépensés en recherche et développement, l'appareil ne pouvait pas monter plus haut que 2,50 m à une vitesse maximum de 20 nœuds, soit 37 km/h. Tous les autres appareils en forme de disque se sont révélés instables, impossibles à faire voler et dangereux. Mais un homme affirme qu'il a réussi à construire un disque volant, non pas pour un gouvernement, mais pour une organisation privée dans l'Oklahoma. J'ai vécu une expérience à bord de ce vaisseau de 13 mètres. Ralph Ring est un technicien qui a travaillé en proche collaboration pendant les années 1950 et 1960 avec Otis Carr,
un inventeur qui prétend être un protégé de Nikola Tesla. Otis Carr pensait pouvoir créer un disque volant et Ralph Ring affirme qu'ils ont réussi. Comment avez-vous rencontré Otis Carr? Un ami à moi m'a fait entrer dans un groupe appelé Understanding, qui étudiait des questions de science. Carr et son entourage sont venus et on a beaucoup discuté. On a décidé de travailler ensemble pour construire des vaisseaux spatiaux. 1958, Oklahoma. Otis Carr commence la construction du OTC-X1, une soucoupe volante de presque 14 mètres de long. Il décrit son invention dans l'émission de radio de John Neville en 1959. Nous avons un vaisseau sécurisé qui ne consomme pas toute son énergie en quelques secondes. Il peut se déplacer aussi facilement que les autres engins volants et vous emmener jusqu'à Baltimore ou jusqu'à la Lune. Carr affirme qu'il a vu les théories et techniques secrètes de Nikola Tesla. Personne n'a jamais corroboré ses dires. Plus tard, Carr prétend avoir vu 3 ovnis chargés d'électricité qui l'auraient inspiré pour utiliser les théories de Tesla afin de créer une nouvelle forme de propulsion. Nous pouvons fournir des accélérations phénoménales. J'ai été choisi avec 2 autres ingénieurs et on est monté à bord. Ralph et les 2 ingénieurs sont les tout premiers passagers. J'ai vécu une expérience à bord de ce vaisseau de 13 mètres. Vous pouvez nous la décrire? Bien sûr. On est monté à bord et Carr nous a dit qu'il allait faire vibrer le vaisseau à une fréquence particulière, celle de la couleur aigue marine. Donc ils ont allumé la machine et tout est devenu brillant et bleu-vert, comme une aigue marine. Tout l'intérieur du vaisseau était illuminé. Puis il a dit, c'est tout, c'est la fin de l'expérience, on va faire un débriefing. Ring se souvient que tout cela n'a duré qu'une quinzaine de secondes, mais que ce court intervalle renfermait quelque chose de bien plus phénoménal. Il nous a dit, ce qu'il vient de se passer, c'est que vous avez reculé de 15 km et vous êtes revenu. Vous avez résonné ici entre 5 et 10 secondes, mais là où vous étiez, ça a duré environ 15 minutes. Regardez dans vos poches. On portait des combinaisons et nos poches étaient pleines de cailloux, de brindilles et d'herbes. On a vidé nos poches sur son lit et on lui a demandé d'où ça venait. Les débris que Ring avait dans sa poche viendraient d'un endroit à 15 km du lieu du test. Il assure qu'il ne les avait pas dans sa poche avant le test du vaisseau. On lui a demandé pourquoi on s'en rappelait pas, et il a dit que c'était parce que le cerveau avait atteint le maximum de ses capacités. Est-ce qu'il y a eu d'autres témoins extérieurs à l'événement en lui-même? Oui. Un policier qui était dans Apple Valley à ce moment-là. Lui et son partenaire ont vu le vaisseau. Dans un de ses emails, il me demandait si on portait des combinaisons. Et on en portait. Il a dit qu'il nous avait vus, qu'on était resté là un moment, et puis qu'on était parti. Ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont senti une vibration, il y avait une forte lumière bleue, et ils se sont retrouvés à 15 km de là, sans aucun souvenir d'avoir volé. À quoi ça ressemble d'après vous? À un enlèvement extraterrestre? Otis Carr a utilisé les mêmes techniques que pour les enlèvements extraterrestres. Est-ce que nous pouvons parler du principe fondamental qui rend ça... L'explication simple que je peux vous donner, c'est que quand vous atteignez la fréquence de résonance d'un élément, vous êtes en synergie avec lui. Vous ne faites plus qu'un. Ring n'est pas un scientifique et n'a qu'une compréhension limitée des théories de Carr. Il sait que Carr pensait qu'on pouvait transporter les objets dans l'espace et le temps en créant une fréquence de résonance avec un lieu déterminé à l'avance. Voici les images les plus étranges jamais vues dans le ciel de Californie. Ces images ont été prises à Bakersfield, en Californie. Des appareils qui semblent défier les lois de la physique. Pour certaines des technologies les plus avancées au monde, il existe des allégations selon lesquelles ces créations viendraient d'au-delà des étoiles. Est-il possible que les gouvernements aient secrètement utilisé de la rétro-ingénierie sur des carcasses d'ovnis afin de créer ces merveilles technologiques qui semblent venues de nulle part?
Je ne devrais pas parler de ça. L'avion espion SR-71 Blackbird doit-il son design révolutionnaire à l'observation d'OVNI que revendique son créateur? Est-ce pure coïncidence si le bombardier furtif B-2 et le chasseur F-117 ressemblent tant à l'appareil décrit lors de la première observation d'OVNI du monde moderne? Il y avait un objet dans le ciel. Ce qu'ils ont vu ressemblait réellement à un chasseur furtif. Ces avions militaires sont-ils le résultat de la rétro-ingénierie réalisée à partir d'OVNI? Je n'avais jamais vu ça. Notre technologie a suivi une croissance exponentielle dans les 60 dernières années. Une croissance qui a dépassé notre capacité à en assumer les conséquences. On joue avec le voyage dans le temps, on joue avec la télékinésie. Mais notre technologie si avancée est-elle vraiment la nôtre? Voici l'affaire numéro 47204, la rétro-ingénierie. L'équipe de UFO Magazine se rend à Fort Collins, dans le Colorado, pour enquêter sur les preuves les plus surprenantes de rétro-ingénierie de ces dernières années. Ces photos ont soi-disant été prises à Bakersfield, en Californie. On voit un appareil très épuré au design sophistiqué. La photo a été postée anonymement sur un forum de discussion sur Internet. L'appareil a une forme ronde, et les tiges qui le surmontent sont censées le propulser ou le maintenir en suspension. James Carrion est le directeur international de MUFON, un réseau mutuel fondé en 1969 afin d'enquêter scientifiquement et objectivement sur les ovnis. Depuis, ce réseau est devenu un des plus importants centres de documentation pour la recherche sur les ovnis. Une autre série de photos est apparue le 16 mai à Capitola, en Californie. La photo a été publiée par une personne utilisant un pseudo différent, mais elle semble montrer le même appareil à un autre endroit de l'État. Après ces premières images apparues au mois de mai, une autre série a été publiée directement sur le site du MUFON. A priori prise avec un portable. 3 séries de photos, toutes du même appareil. Quel lien les relie? Tous les lieux d'observation sont situés près de Saratoga, en Californie. Mais ce n'est pas tout. À proximité se situe également le centre de recherche Ames de la NASA. Et à 15 km de là, Moffett Field, également administré par la NASA. Tout cela vient renforcer les spéculations selon lesquelles cet appareil, quel qu'il soit, est une création du gouvernement des États-Unis. Voilà la dernière série de photos qui sont arrivées en juin, prises à Big Basin. Si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des symboles. Les symboles présents sur l'appareil ne ressemblent à aucun alphabet connu. Mais quelqu'un a prétendu connaître leur origine. Un nommé Isaac a affirmé qu'il connaissait ces symboles parce qu'il avait travaillé dessus pour un programme secret du gouvernement dans les années 1980. Programme appelé CARET. En juin 2007, un homme se présentant sous le nom d'Isaac publie sur Internet une lettre où il explique qu'il a travaillé comme ingénieur pour un programme secret du gouvernement nommé CARET, Recherche d'applications commerciales de la technologie extraterrestre. Pour justifier ses dires, il a publié des documents du programme qu'il aurait volés et photocopiés. Les militaires travaillaient dur pour tenter de comprendre et d'utiliser les objets extraterrestres qu'ils avaient en leur possession. Le MUFON a enquêté sur ces affirmations et analysé les documents du CARET pour s'assurer de la crédibilité d'Isaac. Il a publié une série de documents et voici ses principales affirmations. Il pense que cet appareil pouvait se rendre invisible et qu'il a été aperçu par des témoins car la cape d'invisibilité a été interrompue par une technologie non humaine. Les affirmations de ce témoin insaisissable peuvent paraître extrêmes, mais des scientifiques, des ingénieurs et des experts du monde entier sont convaincus que le gouvernement utilise la rétro-ingénierie sur les appareils extraterrestres depuis une 60aine d'années. Mais de telles allégations n'avaient encore jamais été soutenues par des photos et des documents aussi clairs et détaillés que ceux-ci. Regardez ça.
Et si cette rétro-ingénierie existait vraiment, et que ce soit des vols d'essai? Pour mieux comprendre tout ça, il faut qu'on fasse analyser ces images par un expert. Il nous faut un expert dans chaque domaine pour qu'ils analysent cette affaire et nous donnent leur opinion. Une chose est sûre, c'est que la rétro-ingénierie est très difficile à prouver. Extrêmement difficile. Mais il y a des experts très doués dans ce domaine. Et on pourrait voir ce qu'ils disent là-dessus. Pat, on rassemble tous les documents et on va les montrer aux experts. C'est parti. L'équipe se rend à Littleton, dans le Colorado, pour rencontrer un ingénieur qui prétend savoir de sources sûres que les programmes de rétro-ingénierie du gouvernement existent bel et bien. Je n'en ai jamais parlé pendant des années, parce que je pensais que c'était top secret et que je ne devais pas en parler. John Schuessler a travaillé à la NASA sur les programmes Gemini et Apollo depuis 1962 jusqu'à sa retraite en 1998. C'est lors des missions Gemini qu'il a été en contact pour la première fois avec le phénomène des ovnis. C'était le premier vol Gemini, Gemini Titan 2. C'était un vol non habité. 19 janvier 1965. La fusée Gemini Titan 2 est lancée dans l'espace à 14h03. Quelques minutes plus tard, alors que la fusée effectue son vol suborbital, Schuessler remarque quelque chose d'anormal. Quand la capsule a fait son premier tour de la Terre, il y avait deux objets avec elle. On les a vus sur le radar. Au deuxième tour, ils avaient disparu. Selon les experts, cet événement mystérieux a marqué le début d'une vague d'observations d'OVNI par des astronautes. 4 juin 1965. La capsule Gemini 4 est en orbite au-dessus de Hawaï. L'astronaute James McDivitt est aux commandes, pendant que son partenaire, Ed White, dort. Soudain, un objet apparaît par le hublot. McDivitt le décrit comme un objet cylindrique avec un long bras sur un des côtés. Il prend 2 photos. Et comme il redoute de percuter l'objet, il fait pivoter la capsule et la dirige vers un lieu plus sûr. Lorsqu'il regarde à nouveau par le hublot, l'objet a disparu. Il était très franc quand il nous a dit que ce qu'il avait vu ne venait pas de chez nous. Il était général de l'armée de l'air. C'était un pilote de combat réputé. Et il a été très sérieux quand il a dit que quelque chose s'était passé. Selon l'explication officielle du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, l'objet était le 2e étage de la fusée qui s'est détaché. McDivitt a insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'il avait vu, mais il n'a jamais fait de rapport d'observation d'OVNI et a refusé de parler en public de son expérience. Schuessler se met à rassembler des documents sur les observations d'OVNI par la NASA, décrivant précisément l'aspect des appareils et leur manière de voler. Ses recherches sont vite repérées. Je ne devrais pas vous en parler, mais on m'a fait venir et on m'a demandé des documents sur les ovnis pour un groupe qui planchait sur un avion de combat furtif. Je leur ai fourni quelques-uns de mes fichiers pour qu'ils voient s'ils pouvaient trouver une rétro-ingénierie pour la technologie furtive. Très vite, ce groupe a vraiment travaillé sur la furtivité. La furtivité est l'une des technologies les plus fascinantes développées dans les 60 dernières années. Depuis les années 1940, la technologie a connu une progression exponentielle. Les transistors et les microcircuits ont révolutionné l'électronique. Les avancées dans les matériaux de l'aviation ont permis à nos avions de voler plus vite qu'on ne l'avait jamais imaginé. Mais avons-nous découvert tout cela par nous-mêmes? Un événement clé coïncide avec le début de la révolution technologique. Est-ce un simple hasard ou existe-t-il un lien? 7 juillet 1947. Une soucoupe volante est censée s'être écrasée à Roswell, au Nouveau-Mexique. Selon des témoins, l'objet a été immédiatement enlevé par l'armée américaine. Vous pensez qu'il y a eu un crash quelque part qui nous a permis d'entrer en possession de ces véhicules? Des avancées technologiques apparaissent soudainement en même temps à plusieurs endroits. Comme si on avait planté des graines, qu'on les avait laissées pousser et qu'on arrivait à la même conclusion. Quel genre de technologie? On parle de fibre optique dans les premiers crashs. Ils ne l'appelaient pas encore fibre optique, mais quelque chose comme câble de verre. L'invisibilité. On a eu de nombreux rapports d'OVNI qui étaient pris en chasse et qui disparaissaient d'un coup. On vérifiait au sol. Il y avait les radars au sol, le visuel des avions, les radars des avions. Ils n'étaient plus visibles.
Beaucoup d'avancées technologiques de notre époque ont été décrites il y a des années par les témoins qui ont observé des ovnis. Et récemment, il a été annoncé qu'il pouvait rendre un char invisible en projetant devant lui une image de ce qu'il y a derrière lui. On ne voit même pas le char en plein milieu. Les chercheurs de la défense britannique ont récemment réussi à rendre un tank invisible en projetant l'arrière-plan sur une surface spéciale. Cela fait bien longtemps que des observateurs d'OVNI racontent avoir vu des appareils disparaître sous leurs yeux. Vous étiez en plein dedans. Qu'est-ce qui se disait dans les couloirs? Les gens en parlaient entre eux? Les gens parlent de choses très inhabituelles entre eux, mais ils n'en parlent à personne en dehors de cette communauté. C'est une communauté très fermée, avec un accès limité. Il faut être prêt à mentir, à tromper et à voler pour la protéger. C'est absolument nécessaire. Vous avez entendu des rumeurs? Qui avait quelle machine? Je ne parlerai pas de ça devant une caméra. Je lui ai demandé franchement, vous connaissez des gens? Vous leur avez parlé? Qui a le matos? Où il est?